Ambition, conquête, désir, meurtre et une suprématie technologique absolue. Ce sont là les pierres angulaires de l'Empire romain. Ils étaient poussés par un ego culturel collectif. Les réalisations colossales de Rome, stades, palais, routes, aqueducs, couvrent 3 continents. Ils concrétisent la puissance et les promesses de la civilisation la plus avancée du monde. Ces structures sont devenues le symbole de cette idée de Rome. Les prouesses architecturales des Romains ont couvert tout le monde connu. Et pourtant, c'est la démesure même de leur ambition qui a entraîné leur destruction. « 15 mars 44 avant Jésus-Christ. L'homme le plus puissant du monde gît sans vie à l'entrée du Sénat. En tant que général, il a doublé la surface de l'Empire romain. En tant qu'homme politique, son ascension a été fulgurante. Pourtant, le guerrier maintes fois blessé au combat a été poignardé à Rome par des Romains. Son nom, Caius Julius César. L'ascension politique de César est fondée sur sa volonté d'obtenir le rang le plus élevé dans l'État romain. Il semble qu'il ait voulu trop de pouvoir. Il ne le partageait pas avec les autres. C'est ce qui a entraîné son assassinat. Le jeune et ambitieux général a compris depuis longtemps que la route de la gloire à Rome passe par de lointains champs de bataille. Sa soif de conquête militaire va engendrer l'une des prouesses techniques les plus impressionnantes de Rome. « 55 avant Jésus-Christ, Jules César conduit 8 légions, 40 000 hommes au total, vers le nord, en passant à travers la Gaule, une province romaine qui comprend la France, la Belgique et la Suisse actuelle. Il veut aller en Germanie, en Allemagne, et traverser le Rhin parce qu'aucun général ne l'a encore fait. Il veut être un conquérant comme Alexandre le Grand et aller au-delà des limites du monde connu. Le Rhin délimite le monde connu. Depuis des siècles, c'est la barrière qui protège les tribus germaniques de l'expansion romaine. Aucune armée n'a jamais été suffisamment puissante pour le traverser. Mais César ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs. Il aurait pu prendre un bateau. Mais Jules César ne va quand même pas traverser en barque. On ne va pas mettre 8 légions dans un canot à rame. Non, elles doivent franchir le fleuve en soldats, à pied et à cheval. D'un point de vue technique, la construction d'un pont au-dessus d'un fleuve aussi large présente d'énormes difficultés à cause de la profondeur de l'eau et de la force du courant. Si l'on considère qu'il devait être achevé très vite pour les besoins militaires, l'ouvrage est véritablement exceptionnel. Le pont sera aussi long que 4 terrains de football et devra supporter le poids de 40 000 soldats. Malgré la largeur, la profondeur et la force des courants du Rhin, Jules César est déterminé à réussir. Jeter un pont sur un fleuve de cette taille, ça ne pouvait qu'impressionner les citoyens de Rome. Mais cela va aussi permettre à César de frapper de terreur l'ennemi barbare. Avec la vitesse et l'efficacité d'une machine bien huilée, les soldats de César scient et taillent méthodiquement les arbres des alentours pour en faire un pont toujours plus long. Inexorablement, le miracle technique se rapproche de la rive opposée.
C'est comme si un vaisseau spatial atterrissait aujourd'hui, grand comme la moitié de Manhattan, et capable par un dispositif magnétique de soulever des immeubles. Ce serait effrayant au-delà de notre compréhension. Les piles sont constituées de pieux en bois fichés dans le lit du fleuve. Chacun d'eux fait 45 cm de diamètre. Vers le milieu du pont, ils mesurent jusqu'à 10 mètres de haut pour émerger du flot. En les enfonçant en diagonale, les ingénieurs de César renforcent la stabilité du tablier. En plantant les pieux obliquement et en les reliant entre eux, ils font la même chose que les charpentiers qui construisent un chevalet. L'angle des pieds utilise les forces contraires pour stabiliser le plan de travail. L'inclinaison leur permet de lutter contre la force du courant et les crues. Mais il est beaucoup plus difficile de les enfoncer qu'une pile verticale. Ils ont dû travailler très précisément, avec des coffrages en bois, pour les placer dans le lit du fleuve. En amont, les pieux sont inclinés selon le fil de l'eau. À 12 mètres en aval, les pieux correspondants penchent contre le courant. Chaque paire de piles est reliée par une traverse de 60 cm de diamètre. On pose alors des solives entre les traverses et le tablier est couvert d'une natte de brindilles étroitement tissée. La conception du pont est novatrice, mais ce qui rend cet exploit encore plus stupéfiant, c'est la rapidité de sa construction. 10 jours seulement après le début des travaux, César, en marche vers son destin, traverse le pont. Si on essayait d'en faire autant aujourd'hui, on n'y arriverait jamais aussi vite et avec ce genre de technologie. Mais on pourrait réussir, avec des milliers de soldats loyaux et durs à la tâche, totalement dévoués à César et brûlant de traverser le Rhin pour aller terroriser les Germains. César estime les forces ennemies à 430 000 hommes, plus de 10 fois la taille de son armée. Mais lorsque les Germains voient les légions romaines avancer sur le pont, ils fuient vers les hauteurs. Durant 18 jours, César explore le territoire situé au nord du Rhin sans rencontrer de résistance. Puis il retraverse le pont et le démantèle. La démonstration est plus que convaincante. C'est un symbole. Rome va où elle veut. Rien ne peut entraver sa marche. Et pour être plus précis, Jules César va où il veut. Le pont de César est le signe précoce de son ambition profonde. 10 ans plus tard, cette ambition le propulsera au sommet de la hiérarchie romaine. Mais elle provoquera également sa chute. En 44 avant Jésus-Christ, lorsqu'il est nommé à 55 ans premier dictateur à vie de Rome, des rumeurs d'assassinat commencent à se répandre dans les couloirs du Sénat. Certains actes suggèrent qu'il veut être adoré comme un dieu. Son ambition dépasse tellement les limites que les Romains eux-mêmes, et en particulier les sénateurs, tiennent pour acceptable qu'il doit être assassiné. Vivant, Jules César a bouleversé à jamais le paysage politique de Rome. Mort, il incarnera à la fois le potentiel et le danger du pouvoir absolu. Quand César a été tué, la chute de Rome paraissait presque inévitable. Son assassinat a causé un énorme choc. Et naturellement, le peuple aussi a été complètement bouleversé. Le règne de César est un tournant majeur dans l'histoire politique de Rome. La conquête de la Gaule a largement étendu la portée de l'influence romaine. La consolidation de son pouvoir marque la fin de la République des sénateurs et des consuls élus démocratiquement. C'est la naissance d'un empire dominé par des souverains tyranniques à l'autorité absolue.
Certains utiliseront leur pouvoir pour bâtir des œuvres prodigieuses. La vanité, les excès et l'ignorance des autres pousseront l'Empire au bord de la destruction. Malgré tout, Rome deviendra la civilisation la plus puissante et la plus avancée techniquement de l'Antiquité. Aujourd'hui, Rome est une capitale du XXIe siècle où se mêlent l'ancien et le moderne. Rome a tout à nous apprendre, tout, car elle a été le berceau de l'histoire du monde durant au moins 1000 ans. Per almeno 1000 anni. Roma è il centro di un impero sterminato. Rome est le centre d'un immense empire qui partait au nord de la Grande-Bretagne et s'étendait jusqu'en Arménie, en Afrique et en Allemagne. C'était un empire extraordinaire. La légende dit que la cité a été fondée en 753 avant notre ère par Romulus et Rémus, deux frères jumeaux abandonnés à leur naissance et élevés par une louve. Les deux frères entreprennent la construction d'une ville sur une berge du Tibre. Mais au moment de décider qui la gouvernera, une querelle éclate. Elle se terminera dans le sang. Romulus tue Rémus de ses mains et donne son nom à la ville. Ce ne sera pas la dernière fois qu'un assassinat ouvrira la voie à un nouveau souverain. La guerre civile est une des caractéristiques de l'essor de l'État romain. La légende de Romulus et Rémus se répète à travers toute son histoire. À l'origine, Rome n'est qu'un des innombrables petits royaumes manœuvrant pour le pouvoir en Italie centrale. Mais contrairement à la plupart de ses voisins qui se méfient des étrangers, c'est un havre de sécurité pour les parias ambitieux. Romulus a dit « Puisqu'il n'y a aucun habitant, je vais créer un refuge, une zone libre pour tous les esclaves en fuite. Les brigands, les pirates, n'importe qui, qu'ils viennent construire ce grand rêve qu'est Rome. » C'était inouï. Dès le début, les Romains étaient donc très ouverts. Cette largeur d'esprit favorise l'échange d'idées et de savoir-faire entre cultures. En empruntant la technologie de voisins comme les Étrusques, Rome devient une puissance régionale. Les Romains montrent une formidable capacité à s'inspirer des techniques de l'époque pour les adapter à leurs besoins, les raffiner et les améliorer. Ils ont emprunté aux Étrusques leurs techniques de construction de routes, d'adduction d'eau par des tunnels, d'érection d'énormes murailles. Ce qu'ils ont créé s'inspire de la technologie étrusque. Leur première grande réalisation est le Cloaca Maxima, un immense égout collecteur toujours en fonction aujourd'hui, 2500 ans après sa construction. Le Cloaca Maxima entraîne les eaux usées de Rome vers le Tibre. Les ingénieurs utilisent également la canalisation souterraine pour assécher les marais qui séparent les 7 collines. C'est là que sera bâti le Forum, le centre-ville de la Rome antique. La construction du Cloaca Maxima est l'événement qui a fait de plusieurs tribus vivant sur des collines autour d'un marécage une société centralisée et unifiée. Le nouveau forum qui a résulté du drainage du marais a permis à la civilisation romaine de s'enraciner autour d'un lieu central. Plus la civilisation romaine s'enracine dans la région, plus l'influence de la ville sur ses voisins grandit. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Rome domine presque toute l'Italie centrale. Ses ingénieurs sont chargés de créer un réseau routier assurant les communications dans la République en expansion. Dans l'Antiquité, il y avait 2 moyens de transport,
terrestre, à cheval, mais plus probablement à pied ou en chariot, et le transport maritime. Les routes telles que nous les connaissons aujourd'hui étaient quasiment inexistantes avant Rome. Tout change en 312 avant notre ère avec la construction de la Via Appia. La première route nationale de Rome s'étend sur 210 km, de la capitale jusqu'à la province de Campanie au sud. Pour tracer la route la plus droite et la plus directe, les ingénieurs romains utilisent un instrument d'arpentage spécial. Les Romains se servaient de la groma. C'était une perche verticale qu'on plantait dans le sol. Elle était surmontée d'un croisillon dont les 4 bras supportaient chacun un fil à plomb. Ce système permettait de tracer des lignes parfaitement droites au sol. La grande différence entre les voies romaines et les routes modernes, c'est que les Romains ne pouvaient pas relever les virages. Leur route était donc toujours droite, puis tournait brusquement dans une autre direction. Évidemment, le problème quand on construit une voie rectiligne, c'est qu'on rencontre des collines et des vallées qu'il faut traverser. Donc, quand ils y étaient obligés, ils creusaient les montagnes pour continuer tout droit. Une fois le tracé idéal dégagé, on creuse une large tranchée qu'on remplit de sable et de pierre pour former une base solide. Vient ensuite une couche de gravier liée par de l'argile ou du mortier. La bande de roulement, faite de gros pavés de pierre, est bombée afin de faciliter le drainage de l'eau sur les côtés. C'était la première fois qu'on faisait une chaussée stable, une chaussée qui a résisté à l'usure du temps. Elle a supporté le passage incessant des chariots et plus tard celui de toutes les armées. Ces routes étaient très impressionnantes. On se disait, combien de temps faudrait-il à 2 légions, c'est-à-dire 10 000 hommes, pour arriver chez moi? Je vais peut-être y penser à 2 fois avant de me fâcher avec Rome. Au moment de l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, Rome contrôle presque toute l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord. 100 ans plus tôt, elle a défait Carthage, devenant ainsi la seule superpuissance de la Méditerranée. Le successeur de César est son petit-neveu Octave, qui prend le nom d'Auguste et sera le premier impérator ou empereur de Rome. Sous son règne, le réseau routier s'étend jusqu'aux confins de l'Empire. Et puisque la voie est pavée, autant bâtir de nouvelles destinations. Sous Auguste, des villes de style romain surgissent partout, avec leurs forums, leurs théâtres, leurs amphithéâtres, leurs basiliques et toutes les autres caractéristiques de la cité romaine. Pour les habitants des provinces récemment conquises, les nouvelles villes sont la séduisante vitrine du mode de vie romain. Les gens accouraient dans ces nouveaux centres urbains qui étaient le symbole de la civilisation, d'un plus haut niveau de vie, d'emplois formidables. C'est là qu'était l'argent et comme aujourd'hui, on allait là où il y avait du travail. Les peuples des nations conquises finissaient par épouser les idéaux romains. La cité romaine elle-même était le meilleur outil de propagande de Rome. Ces villes ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Londres, Bonn, Paris, toutes témoignent de l'expansion de la civilisation romaine. Les ingénieurs ont une arme secrète qui leur permet de construire plus grand, plus solide et plus vite que quiconque. Un béton imperméable mélangé à un sable volcanique, la pouzzolane. Les premiers bétons étaient un simple mélange de chaux et d'eau. Ils prenaient bien, mais ils n'étaient pas très solides. Les particules s'effritaient facilement. Le béton des Romains était différent. Le sable de pouzzolane réagissait à la chaux et faisait un mortier beaucoup plus proche du nôtre, beaucoup plus résistant.
L'introduction des bétons hydrauliques, au contraire des bétons à air oclus utilisés à l'origine, a permis de créer un matériau extraordinairement résistant et qui pouvait aussi durcir dans l'eau. Il était durable et s'est révélé fondamental dans le développement de l'architecture romaine. Durant le règne d'Auguste, ce béton raffermit l'emprise de Rome sur l'Europe de l'Ouest en permettant aux bâtisseurs de modeler le paysage de leurs énormes ouvrages d'art. L'un d'entre eux va révolutionner la vie quotidienne des Romains pour les siècles à venir. Au 1er siècle de notre ère, Rome est l'unique superpuissance européenne. Tout en étendant son empire à l'extérieur, elle n'en oublie pas pour autant l'intérieur et utilise les talents inégalés de ses ingénieurs pour améliorer la qualité de vie dans l'enceinte de la capitale. De toutes leurs réalisations, aucune n'a autant transformé la vie quotidienne que l'eau courante. Le réseau de distribution d'eau était un prodigieux bond en avant par rapport à tout ce qui existait. 11 aqueducs d'une capacité combinée de plus de 1 300 000 m3 par jour apportent un flot régulier d'eau fraîche aux habitants de la capitale. Elle est captée dans des sources de montagne situées à des kilomètres de là. Les aqueducs ont totalement révolutionné la vie quotidienne des Romains. Elle n'était pas seulement destinée aux jardins et aux villas des riches ou au palais de l'empereur, mais aussi aux Romains moyens. L'eau était tellement abondante qu'une énorme population pouvait vivre dans la ville. Les aqueducs favorisent le développement d'une nouvelle culture urbaine. Grâce à eux, la capitale peut accueillir jusqu'à 1 million d'habitants en leur assurant propreté et confort. C'est l'eau des aqueducs qui nettoie les saletés des hommes et de la ville. C'est aussi parce que les Romains sont plus propres que les autres qu'ils croient leur être supérieurs. Aucun empereur ne peut prétendre être le père des aqueducs. Ils ont été construits au cours des siècles. Mais c'est l'empereur Claude, défiguré et bègue, qui a sans doute eu le plus grand impact sur l'approvisionnement en eau de Rome. Avant d'accéder au pouvoir, Claude est la risée de tous. Considéré comme un infirme, on va jusqu'à le cacher au peuple. Il marchait d'un pas gauche, il secouait tout le temps la tête, il riait trop fort, il n'avait aucune élégance. De plus, il avait une salivation excessive, ce qui ne devait pas le rendre agréable à regarder. Malgré ses handicaps, Claude est assez rusé pour prendre le pouvoir à la faveur d'une occasion inopinée. En 41, une grande partie de la famille impériale est assassinée en représailles du règne sanglant de Caligula, le neveu de Claude. Claude est épargné et on le retrouve tremblant derrière un rideau. Sa vie ne tient qu'à un fil, mais il parvient à soudoyer la garde prétorienne qui le proclame empereur. Ce pot de vin opportun va changer le cours de l'histoire romaine. Une fois empereur, il semble avoir été, en tout cas d'après nos critères, un bon souverain. Il est évident qu'il n'était pas idiot. Durant son règne, l'Empire fait des progrès étonnants. À la frontière, ses légions conquièrent l'île de Bretagne, ce que même César n'avait pas réussi à faire. À Rome, il fait achever 2 magnifiques aqueducs, l'Aqua Claudia et l'Agno Novus, qui accroissent considérablement le volume d'eau alimentant la ville. Théoriquement, un aqueduc, ce n'est pas si compliqué. L'eau obéit bien sûr aux lois de la gravité. On peut donc la faire couler en pente douce d'un endroit à un autre. C'est un principe assez simple que tout le monde connaissait. Mais en pratique, construire un aqueduc, c'est tout autre chose.
Les aqueducs sont conçus pour que l'eau atteigne la ville grâce à une pente graduelle, la déclivité. Cette déclivité n'est que de quelques centimètres tous les 30 mètres. La pente de l'aqueduc devait être calculée sur de grandes distances, la source se trouvant à 30, 50, parfois même 60 km de la ville. Elle devait être constante, il ne pouvait pas s'en écarter, quelle que soit la configuration du terrain. Pour maintenir une déclivité précise dans les montagnes, les ingénieurs y creusent des tunnels parfaitement alignés. Quand la canalisation arrive dans une vallée profonde, ils la surélèvent au moyen de murs de pierre. Et quand les murs doivent faire plus de 2 mètres de haut, ils économisent les matériaux tout en renforçant la construction grâce au perfectionnement d'un vieux concept architectural, l'arche. L'arche a révolutionné l'architecture du monde antique. Elle a permis de décupler l'échelle des constructions de l'époque en changeant radicalement la conception spatiale de l'architecture romaine. L'arche est construite sur un cadre en bois temporaire qui tient les pierres en place jusqu'à ce que la clé soit placée au centre. La clé de voûte répartit le poids de chaque côté, ce qui permet de construire un niveau supérieur. L'arc est une amélioration par rapport au mur droit, à la fois en termes d'efficacité et de solidité. Bien entendu, c'est plus économique en matériaux et idéal pour porter un toit, un aqueduc ou tout ce que vous voulez mettre dessus. Pour atteindre Rome, l'Aqua Claudia franchit les vallées grâce à 10 km d'arches. Les aqueducs étaient couverts, mais si on avait pu retirer la couverture, on aurait vu l'eau couler comme une rivière vers la ville. Au bout du voyage, tous les aqueducs se déversent dans 3 citernes. Une pour les fontaines publiques, une deuxième pour les thermes et une troisième réservée à l'empereur et aux riches qui payent pour avoir l'eau courante. Un concept très en avance sur son temps. Globalement, au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ, chaque foyer, quels que soient ses moyens, avait l'eau courante. C'est fabuleux, parce que tout cela va totalement disparaître au cours du Moyen-Âge. Avec la construction de l'Aqua Claudia et de l'Agno Novus, Claude rénove le réseau de distribution d'eau de Rome. Son bilan d'homme public est positif, mais en privé, ses choix le mèneront à sa perte. L'histoire dit que Claude était totalement dévoué aux femmes. Il les aimait trop, surtout ses épouses, et leur était complètement soumis. L'Empire est sous le choc lorsqu'il épouse sa propre nièce, la sœur de Caligula, l'habile Agrippine. Agrippine descendait d'une lignée de femmes ambitieuses, populaires et puissantes. Elle était en quelque sorte la Cléopâtre de son temps. Elle était obstinée, arrogante et ambitieuse, terriblement ambitieuse. Agrippine a été entourée d'empereurs toute sa vie. À présent, elle est avide de pouvoir. Elle use de tous ses atouts physiques et politiques pour l'obtenir. Dès que Claude, vieillissant, a succombé à ses charmes, elle tente de faire de son fils unique son successeur. Pour Agrippine, séduire Claude et devenir impératrice ne servait qu'un but, s'assurer que son fils accède au trône. En l'an 50, Agrippine convainc Claude d'adopter son fils d'un premier lit et de le nommer héritier à la place de son propre fils. 4 ans plus tard, Claude meurt empoisonné par un champignon et par l'ambition de sa femme. Du jour au lendemain, Agrippine, épouse d'empereur, devient mère d'empereur. Il s'appelle Néron, un apprenti tyran de 16 ans qui va provoquer un cataclysme.
64 après Jésus-Christ. Un violent incendie fait rage durant une semaine. Le brasier réduit des quartiers entiers en cendres. Des milliers de sans-abri errent dans les rues de Rome. L'incendie de 64, le grand incendie de Rome, a été une terrible tragédie. Les 3/4 de la ville ont été détruits. Et comme il y avait surtout des maisons où logeaient des gens pauvres, pour la plupart construites en bois, tout est parti en fumée. Le suspect numéro 1 est l'empereur lui-même. Néron aurait été vu jouant de la lyre au sommet d'une tour voisine, alors que Rome était en flammes. On dit qu'il contemplait l'incendie comme un spectacle, qu'il est monté en haut de la tour de Mécène pour y réciter la chute de Troie. D'après la tradition, Néron aurait vaqué à ses occupations pendant que Rome brûlait. Son comportement après le désastre est tout aussi navrant. Néron confisque un tiers de la cité brûlée pour son usage personnel, afin d'y bâtir un monstre tentaculaire entièrement dédié à son propre confort. Un ensemble palatial couvrant près de 80 hectares dans le centre de Rome. On a dit qu'il avait allumé l'incendie intentionnellement pour dégager l'endroit où il voulait construire son palais. Néron désigne les coupables, les chrétiens, des adeptes d'un nouveau culte religieux. Des centaines d'entre eux sont jetés au lion ou brûlés vifs. Cette décision fait partie d'une série d'actes épouvantables confortant la théorie de sa démence. Il a servi la tête d'une de ses ex-femmes à sa nouvelle épouse à sa demande. Puis, dans une crise de rage, il l'a battue à mort alors qu'elle était enceinte. La plupart des agissements qui ont rendu Néron si tristement célèbre viennent après l'acte le plus odieux qu'on puisse commettre, l'assassinat de sa propre mère. Agrippine, qui a orchestré l'accession au trône de Néron en tuant Claude, son mari, est la mère la plus dominatrice de toute l'Antiquité. Elle s'attend à partager le pouvoir avec son fils. Il avait décidé d'éliminer sa mère et il a essayé différents moyens. D'abord, il a tenté de l'empoisonner à 3 reprises, mais elle avait pris de puissants antidotes et a survécu. Peu après, alors qu'il assistait à une naumachie, un spectacle nautique où l'on reconstitue les batailles navales et des naufrages, l'idée lui est venue d'utiliser un des navires pour mener son plan à bien. Il a donc envoyé un bateau chercher Agrippine pour l'emmener dans la baie. Puis, au moment opportun, il a coulé. Mais il en fallait plus pour éliminer cette femme, cette virago si vous préférez, car elle a nagé jusqu'au rivage. Finalement, Néron a envoyé ses propres gardes la tuer. Ce n'est qu'alors qu'il en a été débarrassé pour de bon. Au centurion venu la tuer, Agrippine aurait donné l'ordre symbolique de viser la matrice. Elle a dit « frappe au ventre ». Il a porté Néron. Très théâtral. Néron sera hanté à jamais par le fantôme de sa mère. Des visions qui le plongent plus profondément dans la folie. Au fil du temps, Néron devient de plus en plus solitaire et peut-être d'autant plus paranoïaque et de plus en plus cruel. C'est dans ce délire qui va croissant que Néron lance les travaux du palais de plaisance le plus luxueux de l'Empire sur un terrain public et avec les deniers publics. Imaginez que Central Park devienne le palais et le domaine privé de Bill Gates.
C'était un quartier où les gens riches et puissants, ceux qui possédaient une partie de la ville, avaient eu leur résidence. C'était scandaleux. Néron a saigné les provinces à blanc pour son projet. Il a aussi exigé de l'argent des riches romains. Il devait le lui léguer, puis il disparaissait. C'était une époque effrayante. La Maison Dorée a probablement été édifiée dans la douleur et la sueur du travail forcé. L'esclavage est une pratique commune dans la Rome antique. Un tiers de la population urbaine est esclave. Les réalisations de Rome seraient impensables sans l'exploitation des esclaves qui générait une partie des revenus nécessaires au maintien et à l'expansion de l'Empire. Le travail forcé a joué un grand rôle dans la construction de ces monuments grandioses qui symbolisaient l'essence de la Rome impériale. Le nouveau palais de Néron reflète la perception divine qu'il a de lui-même. Son plan évoque une immense villa de bord de mer au cœur de la ville. Des vignes, des jardins et des pâturages pour ses animaux sauvages couvrent ce qui était autrefois le principal carrefour de Rome. Au milieu, un lac artificiel et un pavillon bordé de longs portiques. Une immense aile de ce pavillon, 150 pièces, existe encore aujourd'hui, enterrée sous la Rome moderne. Un ensemble monumental qui présente une innovation démontrant toute la maîtrise technique des Romains, la voûte. Une voûte n'est rien de plus qu'un arc prolongé le long d'un axe. Une fois que le coffrage est fait, on construit un premier arc. Ensuite, on déplace le coffrage et on continue. On obtient une longue voûte. C'était très efficace. Lorsque la Domus Aurea est achevée, à peine 4 ans plus tard, Néron s'écrie « Je vais enfin pouvoir vivre dans une demeure digne d'un être humain ». Les vestiges du palais ne donnent qu'une vague idée de la résidence décadente qu'il était. Ces salles de briques et de béton étaient autrefois ornées de dorures, couvertes de fresques colorées et de pierres précieuses. Des pierres précieuses et semi-précieuses étaient serties dans le plafond. Du lapis lazuli, du cristal de roche et du quartz rose qui accrochaient la lumière. En construisant la Domus Aurea, Néron prouve qu'il n'est pas généreux de ses ressources personnelles, contrairement aux bons empereurs. C'est une des raisons de sa chute. Son comportement était tellement extravagant par rapport à ce que le peuple et les sénateurs attendaient de leur empereur qu'il a fini par en payer le prix. En 68, quelques mois après avoir aménagé à la Maison Dorée, Néron est renversé par une vague d'opposants. Le Sénat le déclare ennemi public et ses propres gardes le pourchassent comme un fuyard. À leur approche, Néron se tranche la gorge, assisté par un esclave fidèle. Ses derniers mots seront « Quel artiste meurt avec moi ?» Néron est mort comme le grand acteur qu'il avait toujours voulu être, une sorte de tragédien jouant sa grande scène. Ses dernières paroles complètent le portrait d'un homme qui ne se voyait pas comme un empereur, mais comme une star. Après sa mort, les Romains veulent effacer toute trace de l'homme et de son règne oppresseur. En l'an 104, la Maison Dorée est comblée de débris et recouverte de terre. L'empereur Trajan fait construire au-dessus de vastes thermes. Elle restera enfouie 1300 ans, oubliée sous une ville en constante mutation. Et puis, au XVIe siècle,
un puisard mène à la découverte des entrailles du monstre antique. Les fresques étranges qui décorent l'intérieur sont une source d'inspiration pour les artistes de la Renaissance. Le mot grotesque est à l'origine un terme artistique décrivant les étranges créatures qu'ils y ont vues, qui étaient à la fois humaines et bestiales, architecturales et décoratives. La Domus Aurea est le témoignage durable du règne terrifiant de Néron. Un règne éclaboussé de folie, de meurtre et d'égocentrisme absolu. À sa mort, l'avenir de l'Empire romain est incertain. De César jusqu'à Néron, tous les empereurs ont appartenu à la même famille. Pour la première fois, la couronne est à prendre. Personne ne savait ce qui allait se passer, mais une chose était sûre, ça allait être sanglant et ça irait mal jusqu'à ce que ce soit réglé. La lutte pour le pouvoir oppose les grands généraux de l'Empire dont les armées s'affrontent dans des batailles meurtrières. C'est Vespasien qui finit par l'emporter. Un militaire simple et direct qui a commandé les légions romaines dans les dangereux avant-postes de Judée. Il n'est pas de sang patricien et ne ressemble en rien à son despotique prédécesseur. Vespasien était l'anti-Néron. On ne pouvait pas faire plus différent. Il était sorti du rang, c'était un homme pragmatique, un dur à cuire qui détestait la prétention et en était fier. Vespasien était le genre de type qui aurait largement préféré un match de foot à un opéra. Contrairement à Néron qui exploitait les talents de ses architectes au profit de sa colossale vanité, Vespasien va faire travailler les plus grands architectes de Rome pour le peuple. Il commence par drainer l'immense lac que Néron a fait creuser dans le parc de son palais. Sur ce site va s'élever l'une des plus célèbres merveilles techniques de Rome, un lieu qui va canaliser l'agitation qui a enflammé la ville. C'est l'amphithéâtre Flavien, que nous connaissons sous un autre nom, le Colisée. Le message de Vespasien est clair. Il prend un espace autrefois réservé au seul usage d'un mauvais empereur et il le transforme en un lieu public destiné au divertissement de toute la population. C'était une propagande extrêmement audacieuse. Depuis des siècles, les gladiateurs versent leur sang pour amuser le public. À présent, Rome veut des spectacles plus grandioses, plus violents. Le Colisée offre aux combattants un terrain de jeu à la pointe du progrès, où les massacres sont permanents et où les affrontements vont atteindre un niveau de sauvagerie jamais vu dans l'histoire de l'Empire. C'était leur grand théâtre, leur stade de France, le divertissement à domicile. On pouvait tout y voir, depuis des animaux venus des confins du monde connus, jusqu'aux captifs de pays lointains, à ses pieds, devant sa tribune préférée, en plein centre de la cité. C'était le plus grand amphithéâtre du monde, un monument de dimension exceptionnelle. L'organisation du chantier de construction est également exceptionnelle. Les travaux débutent en 72 de notre ère. Ils sont financés par la vente de précieuses reliques, butin du pillage de Jérusalem et de son temple par Titus, le fils de Vespasien. Les vainqueurs ramènent 12 000 prisonniers juifs pour bâtir l'amphithéâtre. Ils devaient travailler dans des conditions très pénibles, longtemps, jusqu'à la mort. Ils déversent plus de 6 000 tonnes de béton et traînent d'énormes blocs de travertin depuis une carrière située à 32 km du chantier. Plus l'édifice s'élevait, moins ils utilisaient de calcaire dur, coûteux et lourd, et davantage de matériaux meilleur marché, plus légers. Les Romains avaient des grues en bois assez sophistiquées et du matériel pour soulever les pierres. Il leur était facile de hisser un bloc très haut.
En 8 ans à peine, l'imposant monument atteint 48 mètres de haut, écrasant tout ce qui l'entoure. C'est le bâtiment le plus haut de la Rome antique. C'est l'amphithéâtre de la capitale. Et Rome était bien plus grande que toutes les autres villes, bien plus riche. Le Colisée symbolisait le pouvoir, la technologie, l'opulence de la Rome antique. Les amphithéâtres romains ont une structure étonnamment simple, réunissant 2 théâtres grecs dos à dos pour former un théâtre circulaire de 360 degrés. Le Colisée établit un nouveau modèle dans la conception des amphithéâtres. Son réseau compliqué de couloirs et d'escaliers permet à 70 000 spectateurs d'entrer et de sortir en un temps record. Comme dans les stades modernes, on doit être muni d'un ticket correspondant au numéro inscrit au-dessus d'une des entrées. L'endroit est conçu pour canaliser la foule, mais aussi pour assurer son confort. Il possède 110 fontaines d'eau potable et 2 toilettes pouvant répondre aux besoins d'une forte affluence. Il y a même un toit rétractable. Par grande chaleur, on déroule un auvent appelé vélarium au-dessus de la dernière galerie afin de protéger les spectateurs du soleil. Il est manœuvré par des marins de la flotte placés au sommet de la dernière arcade. Ils pouvaient l'incliner suivant le soleil et la direction du vent. Par conséquent, c'est étonnant, mais le Colisée était climatisé et ombragé grâce aux mâts faisant le tour de l'arcade, dont on voit les trous dans le mur extérieur, et qui maintiennent cette immense toile couvrant tout l'espace. Le Colisée est achevé en 80 après Jésus-Christ. Mais Vespasien n'assiste pas à l'inauguration de son chef-d'œuvre. Il est mort l'année précédente de mort naturelle. C'est son fils et successeur, Titus, qui conduit les cérémonies. Durant 100 jours consécutifs, les Romains envahissent le Colisée pour se repaître de tous les carnages imaginables. 5000 animaux sont massacrés en un seul jour. Des milliers de gladiateurs et de prisonniers sont tués. On n'a jamais vu un tel bain de sang, sauf durant la guerre. Mais au Colisée, c'est un divertissement. On allait y passer la journée. Le matin, on regardait des hommes tués ou se faire tuer par des bêtes. Vers midi, c'était l'exécution des prisonniers. Et dans l'après-midi, en prime time, dirons-nous, le fin du fin. C'était les gladiateurs, hommes contre hommes. Si les combats de gladiateurs attirent la foule au Colisée, ils ne sont pas toujours l'attraction principale. Le spectacle le plus enthousiasmant, le plus excitant, c'était la Noumachie, la bataille navale. Une bataille navale livrée par de vrais combattants sur de vrais navires armés en conséquence. Il était tout à fait possible de dériver l'eau d'un des aqueducs jusqu'au Colisée afin d'inonder l'arène sur une petite profondeur. De récentes études sur le Colisée prouvent qu'il y avait de nombreuses conduites d'eau destinées à submerger les infrastructures. Donc oui, c'était possible, et oui, ils l'ont fait. Cristiano Ranieri est le premier architecte moderne à avoir exploré le labyrinthe de canaux passant sous le Colisée. Il pense avoir trouvé les preuves concluantes d'un système de canalisation destiné à transformer l'arène pour les batailles navales. Sous l'arène, nous avons trouvé de très anciens tunnels, plus anciens que le Colisée lui-même, datant de Néron, donc contemporain de la Domus Aurea.
Les conduites d'origine construites sous le lac artificiel de Néron ont été laissées intactes lors de la construction du Colisée. Il est possible qu'elles aient été redessinées pour mettre en eau et vidanger l'arène. Cette séquence est inédite. On y voit Cristiano conduire ses plongeurs dans les anciens canaux, dans une eau polluée par 2 millénaires de débris. Sous le Colisée, il découvre une citerne directement reliée à un aqueduc voisin. Cristiano pense que l'eau était détournée de l'aqueduc vers l'amphithéâtre. Il trouve aussi des vestiges de canalisation d'évacuation connectés au réseau d'égouts qui auraient pu être utilisés pour vider l'arène et rediriger l'eau vers le Tibre. Il y avait un excellent système de plomberie. Les tunnels servaient à inonder l'arène afin de créer des scènes de bataille navale. Les batailles navales du Colisée sont un monument de technique. Mais la mode en sera courte. 10 ans plus tard, les mises en eau seront abandonnées en faveur d'une rénovation qui va révolutionner les Jeux. Une nouvelle infrastructure de 2 étages sous l'arène. L'hypogée. À l'intérieur, tout un système de monte-charge et de trappes permet aux tigres et aux gladiateurs de surgir brusquement du sol pour massacrer leurs victimes sans méfiance. Le spectacle se déroulait dans l'arène, mais le centre nerveux, le véritable pilier du système, se trouvait dessous, dans l'hypogée. Il y avait des enclos pour les lions, des cages pour les animaux sauvages, des gladiateurs aiguisant leurs couteaux, se préparant à mourir, des condamnés derrière des grilles. Au début des Jeux, une trappe s'ouvre dans le sol et par un système de poulies, un monte-charge hisse un lion ou une panthère dans l'arène. Quand la trappe s'ouvre, on est inondé de lumière. On entend les hurlements de la foule en liesse. Puis la trappe se referme et on retombe dans la contemplation de sa mort prochaine, dans les cris, les lamentations et la puanteur du sang des bêtes et des hommes. Violent, sanguinaire, manipulateur, excitant. Les Jeux du Colisée sont le spectacle romain par excellence. Et tous ceux qui pénètrent dans l'édifice restent médusés devant les prouesses techniques de la civilisation la plus avancée du monde. Une civilisation que les 10 ans de force et de stabilité du règne de Vespasien portent à son apogée. Les empereurs qui lui succéderont utiliseront ce pouvoir pour accomplir des prodiges encore plus extraordinaires. Ambition, conquête, désir, meurtre et une suprématie technologique absolue. Ce sont là les pierres angulaires de l'Empire romain. Ils étaient poussés par un ego culturel collectif. Les réalisations colossales de Rome, stades, palais, routes, aqueducs, couvrent 3 continents.
Il concrétise la puissance et les promesses de la civilisation la plus avancée du monde. Ces structures sont devenues le symbole de cette idée de Rome. Les prouesses architecturales des Romains ont couvert tout le monde connu. Et pourtant, c'est la démesure même de leur ambition qui a entraîné leur destruction. À la fin du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain s'étend de la Grande-Bretagne à l'Égypte et du Portugal à la Perse. 50 millions d'habitants, de peuples et de langues différents sont les loyaux sujets d'un seul empereur qui a toujours été italien. Mais en 98, un étranger accède au trône. Il se nomme Trajan. C'est un guerrier ambitieux venu de la province d'Espagne et dont les triomphes sur les champs de bataille ont attiré l'attention du vieil empereur Nerva. Sans enfant, ce dernier l'a adopté et en a fait son héritier. Les idées sur la signification de la romanité s'élargissent. Qui peut aider l'État et qui doit y participer? Trajan en est un très bon exemple. Il est le premier de toute une série d'empereurs non italiens. À la mort de Nerva, Trajan hérite du monde romain. Il entreprend immédiatement de prouver sa loyauté aux citoyens de la capitale. Il sait que pour cela, le meilleur moyen est de faire appel à leur indéracinable sentiment de supériorité. Les Romains voyaient grand. La démesure de leur empire, de leur architecture et des ambitions de leurs dirigeants doit nous servir de point de repère pour définir la romanité. Ils étaient poussés par une sorte d'ego culturel collectif. Trajan lance une vaste campagne de grands travaux qui démarre par les infrastructures de l'Empire. Il fait réparer des routes, des ports et des bâtiments publics qui en ont un urgent besoin. Il ordonne la construction d'un des derniers grands aqueducs et fait bâtir de nouveaux bains publics sur les vestiges de la maison dorée de Néron. Tous ces travaux demandaient énormément d'argent. Et pour réaliser ses autres ambitions, il allait devoir en trouver bien davantage. Pour un Romain, cela signifie de nouvelles conquêtes. Dans sa 3e année de règne, Trajan lance une offensive militaire afin de trouver des fonds pour la construction d'autres monuments magnifiques. Il décide de conquérir la Dacie, une contrée retirée englobant la Roumanie et la Hongrie actuelle, qui tient tête à Rome depuis des siècles. Après des années d'âpres combats, les Daces capitulent en 106. L'empereur victorieux rapporte des centaines de tonnes d'or et d'argent de sa nouvelle province. Trajan est l'empereur qui a le plus repoussé les frontières de l'Empire. Il a dépassé ses limites et, ce faisant, il a rapporté plus d'argent, de biens, de butin que tout autre empereur. Il avait énormément d'argent à sa disposition. La nouvelle capitale s'étendra sur un espace gigantesque afin de faciliter la circulation du centre-ville congestionné de Rome. Depuis la naissance de la République, le vieux forum romain a toujours été un centre gouvernemental, commercial et culturel. Des temples comme ceux des dieux Saturne et Vesta y côtoient tribunaux et bibliothèques. Le forum est important pour les Romains. C'est la place du village. Un lieu de rencontre où ils concluent des marchés, discutent politique, vendent des objets, échangent de l'argent. C'est un endroit débordant de vie. Il est très fréquenté, comme certains quartiers peuvent l'être aujourd'hui. Bien plus qu'aujourd'hui en fait, parce que toute la vie publique s'y déroulait. Mais à Rome, capitale du monde,
le forum se sent vite à l'étroit sur sa petite place. Le forum était le cœur de la vie romaine, mais la prospérité de la ville et la surpopulation étaient telles qu'on n'arrêtait pas d'y adjoindre de nouveaux bâtiments. Chaque empereur devait construire une nouvelle partie du forum pour ses partisans. À l'époque de Trajan, Rome est une métropole d'1 million d'habitants et toujours en expansion. Il commande donc son propre forum, plus grand que ceux de tous ses prédécesseurs réunis. Non seulement Trajan avait des fonds inépuisables, mais il pouvait compter sur le talent de ses maîtres d'œuvre. Les maçons, les artisans étaient hors pair. En construction et en création, personne ne les égalait. Celui à qui Trajan fait appel pour concevoir son forum, Apollodore de Damas, est aussi un étranger. Apollodore est un architecte grec qui a conçu des ponts militaires pour Trajan lors des campagnes contre la Dacie. Durant cette guerre, il a révélé tout son génie d'architecte. Il affronte à présent un nouveau défi, le manque de place pour réaliser le grand rêve de Trajan. Et bien sûr, comme dans l'immobilier aujourd'hui, l'emplacement est crucial. Alors quand un empereur voulait construire à un endroit précis et qu'il fallait araser le site, on le faisait. Pour créer un espace plat assez vaste pour devenir le centre-ville de Rome, Apollodore ordonne à ses ouvriers d'arracher un énorme pan de la colline du Quirinal adjacente à l'ancien forum. Nous sommes 1800 ans avant la dynamite. Les Romains devaient accomplir des prouesses de terrassement à la main. Grâce à la force de dizaines de milliers d'ouvriers travaillant 24 heures sur 24 avec des pelles et des pioches. Imaginez une colonie de fourmis transportant une miche de pain. Elles vont la découper en petits morceaux et les déplacer l'un après l'autre. Une armée d'esclaves aplanit méthodiquement la colline rocheuse, rognant une hauteur de près de 40 mètres et créant plus de 55 000 mètres carrés de propriétés foncières de premier choix au cœur de Rome. Une cité de marbre s'élève bientôt sous la direction d'un empereur espagnol et d'un architecte grec qui remodèle la capitale. L'œuvre est inaugurée en 113. Le forum de Trajan est un magnifique ensemble de bibliothèques grecques et latines, de statues colossales, d'une immense place centrale et d'une basilique de 2 étages, où les lois sont élaborées et les procès jugés. Pénétrer dans le forum de Trajan devait être une expérience impressionnante pour les Romains. On entre d'abord dans la basilique, la plus grande jamais construite à Rome. Elle est revêtue de marbre, inondée de lumière. Ensuite, on arrive sur la place, où l'on découvre la monumentale statue équestre de Trajan. Ça devait vraiment être imposant. Culminante à 40 mètres au-dessus des nouveaux bâtiments, se dresse la colonne Trajane, que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Un bas-relief racontant les guerres contre les Daces s'enroule en spirale autour de son fût. Trajan apparaît absolument partout, impliqué à tous les niveaux de la campagne, depuis les débuts de la planification jusqu'à la victoire finale. Sous cet aspect, la colonne sert de film de propagande. La hauteur exacte de la colonne cache une signification plus subtile. La hauteur de la colonne, 40 mètres, y compris le socle et la statue au sommet, représente la portion du Quirinal qui a été excavée pour construire le forum. Elle est non seulement le symbole des batailles de Trajan, mais aussi de celle d'Apollodore qui a déblayé le terrain pour créer cet espace urbain monumental. Le forum de Trajan survivra 700 ans.
Il sera presque entièrement détruit par un tremblement de terre au IXe siècle. Mais ces vestiges, le vaste ensemble des marchés de Trajan, ne laissent aucun doute sur sa taille impressionnante. Pour consolider la colline qu'il a creusée, Apollodore crée une galerie marchande de 6 étages, directement dans son flanc. Ingénieusement, les 3 premiers niveaux sont en hémicycle, une structure semi-circulaire avec de longs couloirs incurvés percés de magasins. Les marchés sont là pour étayer la colline. Et ce n'est sûrement pas par hasard qu'on a utilisé une structure concave beaucoup plus solide. C'est comme une arche tournée sur le côté pour résister à la pression de la colline qui est derrière. Au-dessus de l'hémicycle s'élèvent 3 étages de boutiques et de magasins, dont certains sur 3 niveaux. Les marchés de Trajan abritent 150 boutiques qui fournissent de tout, depuis les chaussures jusqu'aux objets d'art. Ces marchés devaient vendre d'énormes quantités de produits venant des 4 coins de l'Empire, et peut-être même de plus loin. Si le forum de Trajan, juste à côté, est un luxueux paradis réservé à l'élite, ces marchés sont conçus comme une rue commerçante populaire. Les marchés et le forum présentent 2 aspects de la culture romaine. L'opulence du forum, les colonnes de son avant-cour, ses dorures, en font un splendide centre-ville officiel. À 2 pas, les marchés, avec leur structure de briques, correspondent à la vie quotidienne du citoyen romain. Trajan, par son œuvre architecturale et ses conquêtes, est un des empereurs les plus populaires de l'histoire de Rome. C'était un grand bâtisseur et un grand stratège. Comme Auguste, il a assuré une période de paix et de calme. C'était très important pour l'Empire. À la mort de Trajan, en 117, l'Empire n'a jamais été aussi étendu ni aussi riche. Mais une telle puissance a aussi ses inconvénients. Trajan n'a pas de fils biologique. Après sa disparition, c'est donc Hadrien, son fils adoptif, qui prend les rênes du pouvoir. Hadrien, comme Trajan, était un militaire accompli. Mais Hadrien avait compris que l'Empire ne pourrait conserver ses frontières élargies. Plus une frontière est longue, bien sûr, plus il faut d'argent pour entretenir ses défenses. Il ne cherchait donc pas à faire d'autres conquêtes, mais à préserver ce qu'il avait. On peut voir une preuve concrète de la politique défensive d'Hadrien dans une région isolée du nord de la Grande-Bretagne, à 2400 km de Rome. Lorsqu'il accède au pouvoir en 117, la moitié nord de la Grande-Bretagne est une contrée non colonisée, où les soldats sont confrontés à la double menace des hivers glacés et des incursions de tribus hostiles. En 122, Hadrien part en tournée d'inspection sur la frontière. L'empereur comprend vite que la seule façon de soumettre la Grande-Bretagne est de soumettre d'abord ses propres soldats. Les Romains ont toujours pensé que lorsqu'un groupe d'hommes servait l'État, il fallait le faire travailler. Sans discipline, il était inévitable que les soldats perdent leur temps, s'adonnent au jeu et se conduisent mal. Hadrien met ses légions au travail sur les fortifications les plus colossales jamais conçues par un Romain. Un mur défensif d'environ 120 km de long, barrant le pays de part en part. Aujourd'hui, le passage du temps a réduit le mur d'Hadrien à ses fondations. À l'époque, il fait 4,50 m de haut, plus les 2 mètres des parapets.
Le glacis et le fossé de 2 mètres creusé à sa base obligent les éventuels attaquants à grimper 10 mètres avant de se retrouver face aux légions romaines. Et si les envahisseurs, par miracle, parviennent à franchir le mur et à passer les gardes, un dernier obstacle les ralentit. Le Vallum. 2 rives séparées par un énorme fossé de 36 mètres de large, courant derrière le mur d'une côte à l'autre. Le mur d'Adrien est une barrière psychologique autant que physique. Sa façade monstrueuse, infinie, est le sévère rappel de la domination incontestée de Rome. D'une certaine manière, on peut comparer le mur d'Adrien à celui de Berlin. Un mur qui sert à repousser les étrangers et à maintenir le peuple à l'intérieur, ainsi qu'à éviter certains mélanges incontrôlés. La grande barrière d'Adrien est la plus grande fortification de pierre du monde romain. D'autant plus provocatrice que le terrain inhospitalier du nord de l'Angleterre la rend extrêmement efficace. Il y avait d'énormes difficultés parce que le terrain est très irrégulier. Il y a des à-pics, des vallées, des falaises de pierre. C'est pour cela que le mur était un monument de technique. De plus, il était très utile, très pratique, car il permettait de réduire le nombre de garnisons défendant la frontière. Il faut 3 légions, entre 15 et 25 000 hommes au total, pour venir à bout du transport des lourds blocs de pierre jusqu'au chantier. Une tâche épuisante. Mais le mur n'est qu'un des éléments de la fortification. Tous les 1000 Romains, soit environ 1500 mètres, un poste de garde pouvant abriter jusqu'à 60 soldats est construit dans la muraille. Deux tours plus petites, d'où les gardes peuvent surveiller la frontière en permanence, se dressent entre chaque poste. Enfin, 17 forteresses redoutables pouvant contenir 1000 soldats se succèdent sur toute la longueur du mur. Cette zone militaire a permis aux Romains de maintenir une garnison suffisante pour sortir en force, patrouiller le long de la frontière et entretenir le mur, tout en conservant une présence militaire efficace et intimidante. Chaque forteresse couvre une superficie d'1 à 2 hectares et comporte une grande salle, un temple, des baraquements, un hôpital et des thermes. Tout ce qu'il faut pour soutenir une armée. Des villes surgissent au pied des forts. Elles satisfont à la demande constante de vivres et d'équipements des légionnaires. Les soldats romains voulaient des chaussures romaines, ils voulaient des aiguilles romaines, ils voulaient tout ce qui était disponible dans le monde romain. Par conséquent, les commerçants, les taverniers, les femmes les ont suivis, ce qui a fini par entraîner un changement radical dans les régions où ils s'installaient. L'immense barrière d'Adrien est achevée en tout juste 5 ans. L'empereur a sécurisé sa frontière nord-ouest, rétabli la discipline dans les rangs et édifié un symbole frappant de la toute-puissance de Rome. En l'an 126, Adrien rentre à Rome. Pendant son absence, ses bâtisseurs ont travaillé sans relâche pour réaliser sa grande vision de la capitale. Adrien voulait laisser sa marque sur Rome. Il voulait ranimer l'esprit du siècle d'Auguste et prouver qu'il pouvait faire mieux. 150 ans auparavant, l'empereur Auguste a trouvé une Rome de briques et laissé une Rome de marbre. Adrien veut lui aussi léguer un héritage architectural inoubliable. Et le joyau de cet héritage se rattache directement au règne de son illustre prédécesseur. Peu après son accession au trône,
il décide de reconstruire un vieux temple de l'époque d'Auguste, détruit par un incendie. De ce tas de gravats, il va faire naître ce qui sera son chef-d'œuvre, le Panthéon, un temple majestueux dédié aux dieux romains. Le Panthéon est sans aucun doute la structure la plus extraordinaire de l'architecture romaine. Pourquoi? La rotonde. La rotonde. Un immense espace intérieur coiffé d'une magnifique coupole dicte toute la conception du Panthéon. Au centre, le dôme de béton de 43,30 mètres de haut et de diamètre égal forme une sphère parfaite, et ce, sans le support de colonnes de contrefort. 43,30 mètres, c'est une très grande portée. Ils avaient du cran de se lancer dans quelque chose d'aussi vaste, d'aussi démesuré. C'est une de leurs grandes réussites. Durant 18 siècles, le dôme du Panthéon demeurera la plus grande structure autoportée en béton du monde. Avant de commencer à déverser le béton qui formera le dôme, les ingénieurs d'Adrien doivent savoir comment réorienter la poussée pour soulager le centre. Sinon, lorsqu'ils retireront l'armature de bois qui le soutient, 3000 tonnes de béton s'écrouleront sous leur propre poids. Aujourd'hui, quand on construit en béton, on introduit une barre tendue en acier qui porte la moitié de la masse. Les Romains n'y ayant pas accès, la base du dôme du Panthéon poussait constamment vers l'extérieur. Les bâtisseurs du Panthéon imaginent plusieurs solutions radicales pour faire en sorte que le dôme et la réputation de l'empereur ne s'effondrent pas. Ils construisent d'abord un mur de 6 mètres d'épaisseur servant de support à la coupole. Ils ont utilisé les murs de la rotonde pour empêcher la poussée extérieure du dôme. Ils lui servent de contrefort. Puis, quand la coupole a presque atteint sa hauteur maximale, ils utilisent un béton au granulat allégé et le coulent en couches de plus en plus minces. Le béton romain, comme le nôtre, est fait d'un agrégat en général de pierres qui servent à lier le mélange. Pour le dôme du Panthéon, les Romains ont utilisé une technique courante à l'époque consistant à introduire des pots vides dans le mélange pour déplacer le béton et aérer la masse. Pour rendre la coupole encore plus légère, les ouvriers installent des caissons en stuc dans la voûte. Ils servent un double but. Bien sûr, les caissons sont là dans un but esthétique. Ils décorent la voûte de la coupole. Mais en même temps, ils réduisent la quantité de béton nécessaire à sa construction. Un dernier élément destiné à alléger la calotte deviendra la caractéristique la plus connue du Panthéon, l'oculus, une ouverture sommitale de 9 mètres de diamètre. Il élimine la poussée du béton au point le plus fragile du dôme et il illumine l'intérieur comme le soleil éclaire la terre. Imaginez que vous soyez un ancien n'ayant jamais pénétré dans ce genre d'espace intérieur, parce qu'il n'existe aucun espace intérieur comme celui-ci. Vous êtes alors submergé par l'atmosphère religieuse de ce bâtiment dédié à tous les dieux. Les bâtisseurs du Panthéon s'efforcent d'atteindre la perfection et y parviendront presque. Mais un mystérieux défaut dans sa conception déroute jusqu'à nos architectes modernes. Le portique avant. La colonnade qui donne accès à l'intérieur est trop bas d'environ 3 mètres. Il n'est pas collé à la rotonde au bon endroit. Pourquoi ne pas avoir utilisé des colonnes de 15 mètres au lieu de 12? On ne peut que spéculer. Ont-elles coulé en Méditerranée? Les Romains n'ont-ils pas pu se procurer la pierre à temps pour qu'Adrien inaugure le temple? Nous n'avons aucune certitude. Depuis des siècles, le Panthéon est une troublante énigme architecturale. Mais sa construction n'est qu'une des pièces du puzzle. Le grand mystère,
c'est qui en est le concepteur? Aucun document ne révèle l'identité de son architecte. Actuellement, certaines théories penchent pour l'empereur Hadrien lui-même. C'était quelqu'un de très polyvalent. Il peignait, il écrivait de la poésie et il adorait l'architecture. Il y a tant de dômes dans les bâtiments d'Hadrien qu'il me semble qu'il pourrait avoir eu sa part dans celui-ci. Le génial Apollodore de Damas est un autre candidat possible, lui qui avait créé le monumental forum de Trajan. Il a des doutes sur les talents d'architecte d'Hadrien, et il est assez courageux pour le déclarer en public. Apollodore s'était moqué d'Hadrien et de ses dômes en forme de citrouille. Le projet avait été confié à Apollodore, mais il refusait de mettre en œuvre certains des changements suggérés par l'empereur. C'est probablement pour cette raison qu'Hadrien l'a fait tuer, ou plutôt l'a forcé à se suicider. En l'an 138, 8 ans après avoir ordonné la mort du plus grand architecte de Rome, Hadrien meurt de mort naturelle à 62 ans. Durant ces 20 ans de règne, jamais on n'a autant bâti de toute l'histoire romaine. À sa disparition, d'un bout à l'autre de l'Empire, ports, temples, ponts et basiliques portent son nom. Il faudra presque un siècle pour qu'un autre empereur ordonne la construction de ce qui sera l'une des dernières grandes réussites techniques de Rome, et projette l'Empire dans une spirale d'autodestruction. Dans la décennie suivant la mort d'Hadrien, l'Empire romain conserve son hégémonie en Europe et en Méditerranée. Ses empereurs détiennent l'autorité absolue, ses armées sont toujours invincibles, et ses architectes continuent à inspirer une admiration sans borne. Leur chef-d'œuvre, un colossal ensemble de bains publics, est commandé en 212 par un homme corrompu et assoiffé de pouvoir du nom de Caracalla, qui a accédé au trône à l'ancienne manière, par le meurtre. Le père de Caracalla, l'empereur Septime Sévère, voulait que ses deux fils règnent ensemble. Mais Caracalla et son frère Geta se détestent. Après la mort de leur père, l'élimination de l'un ou de l'autre n'est plus qu'une question de temps. Caracalla frappe le premier. Caracalla l'a fait tuer sous les yeux de sa mère, ce qui me semble particulièrement horrible. Le nom de Geta a été gratté sur les inscriptions, son image a été martelée, mais ils ont beau avoir effacé son nom, ils ont laissé des traces de leur travail. Nous savons que l'État a pris des mesures pour éradiquer son souvenir, et c'est une leçon à ne pas oublier. Sous Caracalla, le sang coule à nouveau dans les appartements impériaux. Le pouvoir est retombé entre les mains d'un tyran qui règne par la terreur. Le règne de Caracalla se caractérise par le fait qu'un simple homme, l'empereur, se place au-dessus de l'homme, dans la sphère des dieux. Caracalla veut laisser une œuvre dont la postérité se souviendra, rivalisant avec le Colisée de Vespasien, le Forum de Trajan et le Panthéon d'Hadrien. Il devait prouver qu'il était digne de la pourpre impériale. Il devait montrer qu'il était meilleur que son père. Le nouvel empereur va tenter de laver ses péchés dans l'eau d'un complexe thermal. Depuis des siècles,
les bains font partie intégrante de la vie quotidienne des Romains. Ils se composent d'un ensemble de piscines chaudes et froides. Mais on ne fait pas que s'y baigner. Ce sont des clubs de loisirs ouverts à toutes les classes sociales. Tout le monde allait au bain public. Les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. Il y avait une grande liberté et une grande promiscuité. Mais pas entre les deux sexes, parce qu'il y avait des heures pour les femmes et d'autres pour les hommes. Les thermes étaient le lieu de rendez-vous de toute la population, parce qu'ils étaient gratuits. Ça ne coûtait rien. Après le travail, on allait passer 2 heures au bain pour se détendre, parler politique, se faire masser, se faire une manucure, une coupe de cheveux. Il y avait des endroits pour faire du sport, de la lutte. Ensuite, bien sûr, on allait dans les piscines, puis dans les salles chaudes pour transpirer un bon coup. On était dans un bâtiment magnifique, aux murs de marbre, décoré de statues. Et tout ça pour le plaisir du Romain moyen. Ce n'était pas réservé aux riches, tout le monde y avait accès. Les projets de bains publics ont toujours eu la faveur des empereurs. Certains, comme Néron, Titus et Trajan, ont déjà créé des thermes extravagants. Caracalla a bien l'intention de les surpasser tous avec le plus vaste complexe jamais bâti. Les ruines imposantes que l'on peut voir aujourd'hui prouvent sa réussite. Comme le montrent ces vestiges, il y avait une série de salles immenses avec des piscines de la taille de bassins olympiques, des bains à différentes températures, des salles de bains privées, des endroits où les gens pouvaient se rencontrer et discuter. Le bâtiment principal, plus grand que la basilique Saint-Pierre, est entièrement habillé d'or et de marbre. De précieuses mosaïques, dont il reste encore quelques fragments, couvrent le sol. Autour de cet édifice central, des espaces à ciel ouvert permettent de pratiquer l'athlétisme. Des bibliothèques, des boutiques, des restaurants et même des maisons closes complètent l'ensemble. Les thermes peuvent facilement accueillir près de 2000 personnes à la fois. C'était une petite ville qui grouillait de monde. Ces pièces gigantesques montrent bien le savoir-faire et le talent de ceux qui les ont construites. Elles surpassent tous les thermes bâtis jusque-là. Les ouvriers de Caracalla font des heures supplémentaires pour finir au plus vite. Pour construire en 5 ans des thermes aussi splendides, il a dû falloir entre 5 et 10 000 personnes travaillant chaque jour de ces 5 années. Les bâtiments hors terre ne sont qu'une partie de l'ensemble. Dessous, une canalisation dérivée d'un aqueduc voisin distribue quotidiennement 19 millions de litres d'eau fraîche dans les bassins. Les thermes sont un miracle de génie hydraulique. Le frigidarium, le tepidarium et le caldarium, dont l'atmosphère et les bains sont maintenus à différentes températures, créent une sensation de bien-être chez les habitués. L'eau des piscines chaudes est chauffée dans des chaudières alimentées au charbon de bois. On en compte jusqu'à 50 au sous-sol. Ce plancher forme une véritable frontière séparant les citoyens riches et cultivés du monde souterrain des esclaves et des ouvriers qui peinent dans une chaleur de four pour alimenter les chaudières asphyxiées par les émanations et la fumée. En haut, dans les salles magnifiquement décorées de marbre et de mosaïques, au plafond peint, on devait se croire au paradis. Les thermes de Caracalla ouvrent en 216. Ils sont un des derniers exemples des prouesses techniques des Romains et combinent tous les savoir-faire perfectionnés au cours des siècles.
Un établissement thermal comme celui de Caracalla combine plusieurs des réalisations techniques des Romains. La production de briques, la maçonnerie, l'importation de marbre. On y retrouve toute leur maîtrise en matière de réseau d'adduction d'eau, d'aqueducs, sans oublier leur système de vidange et d'égouts. On y voit aussi leur longue expérience de l'utilisation du béton qui leur permet de créer de vastes espaces couverts de dômes et de voûtes immenses. Si les thermes de Caracalla sont très réussis, on ne peut pas en dire autant de son règne. Alors que son projet grandiose vide les caisses de l'État, Caracalla accélère l'hémorragie en tentant à grands frais d'envahir l'Empire parthe et l'Arménie, situés à l'est et échappant au contrôle de Rome depuis Trajan, un siècle plus tôt. Comme Trajan, Caracalla souhaite agrandir les frontières de l'Empire par la conquête, au lieu de quoi il scelle son sort. En 217, après 6 ans de règne, de cruauté et d'intimidation, il est poignardé à mort par un de ses propres gardes au cours d'une incursion militaire à l'est. La même année, un incendie dévastateur ravage le Colisée et l'âme de la capitale. L'amphithéâtre sera reconstruit 20 ans plus tard, mais rien n'arrête le déclin de l'Empire. Les jours de gloire d'Auguste, de Vespasien et de Trajan appartiennent au passé et ne reviendront plus. Au cours des 3 siècles suivants, l'Empire qui avait éclairé le monde sombre progressivement dans l'obscurité. Les théories sur les raisons de son déclin sont innombrables. Certains pensent que la métallurgie les a empoisonnés. D'autres blâment la décadence et la consanguinité de la classe supérieure, ou encore l'absence d'armées entraînées, d'où une défense inexistante. L'Empire romain était trop vaste pour être gouverné efficacement et pour qu'il s'y développe un vrai sentiment de communauté. Au 5e et 6e siècle, les tribus germaniques mettent Rome à sac à plusieurs reprises, exigeant de l'or et des terres. En 537, l'une d'elles lui porte un coup fatal en détruisant ses artères vitales, les aqueducs. Sans l'eau courante dont les citoyens ne peuvent plus se passer, l'ancienne grande capitale s'étiole. Sans eau, on ne pouvait pas vivre en ville, ni arroser les jardins et les potagers. d'1 200 000 personnes, la population a chuté à 12 000. Une diminution de 99%. Mais 1500 ans après la chute de Rome, son héritage inspire et surprend encore les bâtisseurs d'aujourd'hui. De leur temps, les Romains étaient capables d'accomplir bien des choses que nous ne pourrions pas reproduire sans les technologies modernes. Il nous serait certainement impossible de réaliser un dôme comme celui du Panthéon sans ordinateur, ou de déplacer un flanc de colline sans engin de terrassement. Avec leurs outils, nous ne serions jamais capables d'en faire autant qu'eux. Mais ce que les Romains nous ont peut-être enseigné de plus important est une leçon que Jules César, Néron et Caracalla n'ont jamais comprise. La même ambition qui nous mène au progrès peut aussi entraîner notre chute. Ils assouvissaient leurs ambitions et leurs appétits de telle manière que nous les admirons, tout en les détestant un peu. Les anciens Romains étaient souvent violents, vindicatifs, avides et égocentriques. Mais les magnifiques monuments qu'ils ont laissés témoignent non seulement de la puissance de leur civilisation, mais du potentiel illimité de l'humanité.